Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Margreitner, plus connue sous le pseudonyme de Fit by Chloé sur les réseaux. Chloé est une IFBB pro en bikini, elle est également coach, elle est extrêmement active sur ses réseaux sociaux, sur sa page Instagram et sur sa page YouTube. Je pensais que c'était une bonne idée d'inviter Chloé sur ce podcast pour approfondir avec elle sa vision, son approche de la compétition, sa quête du physique parfait, ainsi que son avis sur les produits dopants ou les pépins qu'elle a pu rencontrer au cours de ses prépas. Bref, vous allez adorer ce podcast. Si c'est le cas, laissez-moi 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément ce podcast à être référencé et ça va me permettre d'inviter plus d'invités de qualité comme Chloé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Chloé, merci de nous rejoindre sur ce podcast. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais peut-être commencer par te présenter, parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a permis de découvrir ta passion et la compétition? Alors, donc je m'appelle Chloé, je suis peut-être plus connue sous le pseudonyme Fit by Chloé. Donc j'ai un compte Instagram et puis aussi une chaîne YouTube. J'ai commencé la musculation il y a maintenant exactement 6 ans. J'ai commencé le 14 juillet et aujourd'hui on est le 15, donc ça fait vraiment pile 6 ans. J'ai commencé à la base principalement parce qu'en fait je faisais beaucoup de courses à pied dans le passé. Et quand je courais, j'avais des problèmes aux genoux. Et donc, moi, j'étais allée chez l'ostéopathe qui m'avait dit il faudrait un petit peu te remuscler. Et donc, j'étais allée dans une salle et en fait, j'ai vraiment accroché. J'ai adoré ça. J'ai fait un abonnement et puis directement, j'allais 4 fois par semaine m'entraîner. Et puis, dès le départ, en fait, j'ai commencé ça me passionnait dès le début. Donc, je me suis vraiment plus éduquée sur le sujet, disons, et je regardais beaucoup de vidéos YouTube, dont des Américaines comme Nikki Blackketter ou Buff Bunny. Et à l'époque, elles faisaient des compétitions. Donc là, c'était déjà la première fois que j'ai vu un petit peu du bodybuilding, parce qu'avant ça, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai qu'au début, je ne me disais pas, OK, je vais faire ça un jour dans ma vie. Je voyais ça, je trouvais ça cool, mais pas au point d'en faire moi-même. Et puis après 4 ans de musculation, donc en 2019, finalement, j'ai quand même eu l'envie de faire des compétitions. Je me suis dit, OK, maintenant, je suis prête. Donc j'ai fait des compétitions en 2019. J'ai commencé en IFBB. Donc, j'ai fait la Swiss Cup. Donc, j'habite en Suisse. Je ne sais plus si je l'ai précisé. Mais du coup, j'ai fait la Swiss Cup, les championnats suisses. Aux 2 concours, j'ai remporté les overalls. J'ai encore fait une Diamond Cup à Rome où j'ai fini 4e on était 19, je crois. Et puis, en 2020, donc l'année passée, j'ai refait une préparation et cette fois, j'ai plutôt voulu partir en NPC. Et puis là, donc, j'ai fait une compétition à Londres. J'ai terminé 2e dans ma catégorie. Et puis, je suis allée aussi à Alicante faire les championnats européens, les NPC European Championship. C'est Et là où j'ai eu tu as eu ma ta pro carte carte pro. là-bas. Ouais, exactement. Donc pour ceux qui nous écoutent, Chloé a donc une carte professionnelle. Donc maintenant, elle concourt chez les pros. Ça t'a pas pris longtemps pour obtenir ta carte professionnelle, donc félicitations, c'est assez rare quand seulement 1 ou 2 ans de compétition on obtienne sa carte pro. Tu avais fait quoi? Tu avais fait 2e à l'overall, c'est ça? À Ouais, Alicante? exactement. C'est ça. Ouais, Et 2e. c'était la même compétition où Alison avait eu sa carte pro également, c'est ça? Ouais, c'était ça. Il y Ok. avait Ivy qui Ivana, a ouais. fini première, ouais, et Alison qui a fini 3e. Ok, super. Bah, déjà, félicitations. Après, c'est vrai que moi, j'étais pas conscient du fait que tu avais déjà fait de la musculation pendant 4 ans auparavant. C'est pas forcément ce qu'on voit tout le temps parce qu'on voit aussi beaucoup de filles en bikini qui se lancent dans la compétition avec très peu d'expérience en musculation Ouais. après 1 ou 2 ans. Et c'est vrai que alors, c'est possible de gagner pas mal de masse musculaire en 1 an ou 2 ans, mais peut-être pas suffisamment pour se présenter tout de suite en compétition et faire des résultats intéressants. Tu penses que ça a été à ton avantage de prendre autant de temps avant de te poser la question des compétitions? Alors, totalement, oui. Alors, moi, après 1 année et 2 ans de musculation, clairement, je me disais, je ne suis pas prête pour aller sur scène.
si je vais sur scène maintenant, j'ai pas assez de masse musculaire, je vais juste être maigre. Et comme tu le dis, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Les filles font une année de muscu et direct, elles se disent, OK, c'est bon, je vais aller sur scène. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment de masse musculaire. Donc, clairement, mes 4 ans de musculation m'ont vraiment aidé à construire la masse suffisante pour pouvoir présenter quelque chose de compétitif sur scène. Tu penses qu'elles ne se rendent pas compte parce qu'elles ne se rendent pas compte que la manière dont tu rends pendant un training à un indice de masse grasse moyen et un indice extrême de compétition, les filles, elles ont peut-être un peu du mal à se projeter et se dire « Ah, comment est-ce que je vais rendre quand je vais être aussi sèche ?» Parce que ce soit les hommes ou les femmes, hein, quand on est extrêmement sec, évidemment, la masse musculaire est plus visible, mais il n'y a pas le tissu adipeux qui rajoute les formes et les rondeurs là où il faut non plus, quoi. Ouais, non, alors ça, exactement. C'est comme, euh, bah, justement, quand on a du gras, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de masse. C'est vrai que quand on enlève le gras, souvent, le muscle qui est dessous, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Et on voit ça aussi avec les filles qui, quand elles commencent leur prep, elles se disent, ah, je vais aller en wellness parce que j'ai des jambes très massives. Et en fait, une fois que tu as enlevé tout le gras, elles sont clairement en bikini parce qu'elles n'ont pas la masse musculaire suffisante, mais c'est plutôt là qu'elles stockaient du gras, en fait. Donc, elles ont l'impression que le bas du corps est proéminent. Et en fait, non, une fois que tu as enlevé le gras, pas du tout. Et justement, tu penses quoi de la catégorie wellness? Tu trouves que c'est quelque chose de bien parce que c'est un peu nouveau. Quel est ton point de vue d'une compétitrice bikini? Alors, moi, physiquement, je trouve ça, c'est beau parce que tu vois vraiment le travail que ça demande. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est que, en tout cas, au niveau professionnel, clairement, naturellement, tu ne peux pas y arriver. Et il y a beaucoup de filles, justement, qui se lancent là-dedans. Elles se disent, ah, je vais aller en wellness, mais elles sont naturelles et puis, le niveau est bien trop haut pour vraiment y aller naturellement. Donc, J'ai l'impression que ça dépend un petit peu des compétitions parce que j'ai essayé de suivre un petit peu parce que avec mes clientes, j'essaye de voir, tu vois, certaines qui sont effectivement un peu plus développées au niveau du bas du corps pour voir si le wellness, ça pourrait être potentiellement intéressant pour elles. Mais c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est une catégorie un peu nouvelle, tu as, les compétitions internationales avec effectivement des filles qui ont un développement musculaire hyper impressionnant. Et encore une fois, qui sont impressionnantes sur scène. Ça veut dire qu'en hors saison, les nanas, elles sont vraiment ouais. musclées. Et du coup, mais tu as aussi eu quelques compétitions européennes là, en Espagne dernièrement. Et celles qui ont gagné en wellness n'avaient pas forcément un développement musculaire et un niveau de sèche qu'on voit, tu vois, sur le circuit NPC, par exemple, qui est là où, effectivement, les nanas en NPC, elles sont... Il y a un sacré Alors, niveau. c'est que ce pas les mêmes fédérations, pardon. Ce pas les mêmes fédérations, c'est-à-dire que NPC et IFBB, donc IFBB Elite, les critères ne sont pas les mêmes. En NPC, même en bikini, hein, les filles ont beaucoup plus de masse musculaire qu'en IFBB. Donc, je pense qu'en wellness aussi, clairement, c'est ça. C'est simplement que les critères ne sont pas forcément les mêmes. Et justement, alors, moi, je pars du principe que je pense que tu es naturel, mais peut-être que je ne me trompe. Mais du coup, pour moi, tu as obtenu ta carte professionnelle en étant naturel. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait un peu plus rare parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de nanas, même en bikini, qui commencent à prendre certains produits et aller sur certaines voies qui ne sont pas forcément légales dans ce sens-là. Donc déjà, félicitations à toi parce que c'est mon point de vue en tout cas. Est-ce que tu penses par contre que concourir au plus haut niveau en bikini, donc disons la compétition phare, genre Mister Olympia, est-ce que tu crois que c'est possible de faire un top 10 naturel en bikini de nos jours ou pas? Alors, je pense que oui. Je ne dis pas que c'est forcément facile. Il faut aussi la génétique, parce que la génétique joue quand même un grand rôle dans ce sport. Bien sûr. Mais on voit que c'est possible parce que, par exemple, c'est Jasmine, je ne sais plus son nom de famille, qui a fini dans le top 10 à l'Olympia, qui est vraiment naturel. Après, moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que les critères évoluent très rapidement et le niveau, on voit hein, par exemple le Miss Olympia d'il y a 5 ans et Miss Olympia de maintenant. Il y a 5 Rien à ans, voir. c'était rien à voir. Et donc, ça évolue très vite. Et c'est vrai que actuellement, je prends une année off. Mais l'année prochaine, quand je vais faire des concours, est-ce que le niveau sera déjà encore plus haut que cette année?
c'est possible. Et donc, à un moment, je pense que naturellement, tu vas quand même peut-être être coincé. Donc, moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Si je vois que dans, je sais pas, 2, 3 ans, naturellement, les critères sont vraiment hors normes, je vais simplement arrêter, en fait. Pour toi, c'est quelque chose, c'est un pas, enfin, une barrière que tu franchiras pas en termes de compétition. Ouais, clairement. Ok. Clairement, depuis toujours, j'ai dit que jamais je mettrais ça dans mon corps parce que les conséquences à long terme sur la santé, voilà, on sait que c'est pas forcément très joli, surtout pour une femme au niveau des hormones, etc. Donc, Ouais, je comprends. Du coup, au niveau de tes objectifs en termes de compétition, tu aimerais continuer sur le circuit pro et potentiellement essayer d'accéder à l'Olympia un jour? Ce sont tes objectifs? ouais, c'est exactement ça. Donc, en 2020, donc l'année passée, j'ai fait 2 concours pro. euh, et puis, j'ai fini deuxième, en fait, au San Marino Pro. Donc, j'étais à une place de la qualification à l'Olympia. Et vu en fait, je vois que j'ai du potentiel quand même là-dedans. Donc, mon but, ce serait vraiment l'année prochaine, ou dès que je recommence une prep, de me qualifier à l'Olympia. Tu voudrais faire une qualification par points ou sur une compétition ou peu importe? Alors, l'objectif, c'est toujours de… En fait, pour ceux qui ne savent pas, quand on finit premier à un concours pro, on est automatiquement qualifié à l'Olympia. Donc, le but, effectivement, ce serait de terminer premier et directement d'être qualifié. Mais après, sinon, le but, c'est de faire le plus de compétitions possible pour justement obtenir des points et puis essayer d'être qualifié comme ça. Et du coup, tu vas t'organiser avec un objectif d'une première compétition, mais avec quand même des compétitions derrière et essayer de garder ta condition aussi longtemps que possible pour essayer de concourir si malheureusement tu n'obtiens pas ta qualification sur ta compétition, sur ta première compétition. Ouais, exactement. Donc, le but, ce serait de faire un maximum de compétitions en Europe et aussi d'aller aux États-Unis pour concourir. D'ailleurs, mon coach est aux États-Unis. Mais non seulement pour essayer d'obtenir des points, aussi pour l'expérience, parce que plus tu fais de compétition, plus tu gagnes en expérience, plus tu deviens à l'aise Tu sur fais de scène. Game Donc Week. ouais, exactement. Ouais. Donc plus tu te connais aussi. Et puis le but, c'est aussi de te montrer. C'est que les juges te voient, te revoient, que les gens te voient aussi. Et puis aussi de te créer un peu une comment dire, Une notoriété au sein une notoriété, de la voilà. fédération. Tu penses que ça Exactement, ouais. joue ça un peu dans la qualification et dans la renommée? Tu penses que malheureusement, ça fait quand même partie du jeu d'être reconnue en tant que compétitrice pro élite et d'être vue un peu partout et que ça rentre un petit peu dans la tête des juges pour essayer de gratter un peu sur les classements? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu montes sur scène et que personne ne te connaît, personne ne t'a jamais vu, mais que vraiment tu as un physique au niveau au-dessus par rapport aux autres compétitrices, ils vont te faire gagner parce que objectivement, tu étais mieux. Par contre, c'est vrai que si tu es sur scène avec plein d'anciennes Olympiennes ou des choses comme ça, tu vas pas forcément finir des mieux classés parce que si tu es à côté d'une Olympienne, ils vont la faire passer devant. Parce que toi, tu sors de nulle part, ils ne te connaissent pas. Et puis, ouais, politiquement, ils ne peuvent pas forcément te faire passer devant. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé à San Marino. Disons qu'il y avait Francesca qui était avec moi sur scène. Et le juge, en fait, le feedback qu'il m'a donné, c'est ne change rien, tu étais parfaite. Mais tu vois, à côté de Francesca, qui est une ancienne Olympienne, voilà. Donc, ça sous-entendait un petit peu. Prochaine fois, quand tu montes les escaliers, tu lui fais un petit croche-patte comme ça, tu sais, comme ça, elle se Voilà. casse la gueule et après, bah voilà, Francesca n'est plus là, il n'y a plus que moi et c'est fait. C'est une idée. Non, mais Pour revenir, quand tu entends des choses comme ça, tu te dis, ouais, ouais, il faut que tu te fasses connaître. Et puis ouais. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, tu me disais que tu prenais un off-season justement pour essayer, bah, j'imagine, de travailler potentiellement sur ce que tu estimes comme des points faibles ou des choses que tu veux développer pour présenter sur scène. Euh, Justement, dans les 4 années avant tes premières compétitions, tu avais fait des sèches, c'était ta première sèche, tu avais fait des off-season, des preps ou des choses comme ça. Comment ça s'est passé un petit peu ce parcours jusqu'à la compétition? Alors, mes 4 ans avant, donc quand j'ai commencé la musculation, en fait, j'étais très maigre. Okay. Et en fait, quand j'ai commencé la musculation, j'ai aussi découvert l'alimentation flexible et c'est ça qui m'a permis en fait de manger plus et de prendre en masse musculaire. J'ai fait des erreurs pendant mon parcours, c'est-à-dire qu'après 6 mois de musculation, moi, je voyais justement ces filles sur YouTube qui faisaient des sèches, je trouvais ça trop cool. Et du coup, après 6 mois de muscu, j'étais encore très, très maigre. J'avais pris
j'avais bien progressé, mais en fait, en faisant cette mini-sèche, après 6 mois de muscu, ce que j'ai perdu, c'est le peu de muscle que j'avais créé en 6 mois. Donc, j'ai quand même remarqué assez vite. Donc, après, j'ai refait une prise de masse. C'était pas vraiment des prises de masse qui étaient. Genre, je me disais pas vraiment je suis en prise de masse, mais c'est simplement je mangeais plus et puis je kiffais mes entraînements en fait. Et puis, j'avais fait une ou deux petites sèches entre-temps, juste de 1 à 2 mois. Et puis voilà, sinon, j'étais principalement en surplus calorique ou en maintien. En tout cas, je mangeais vraiment assez pendant les 4 ans. C'est marrant que tu dis ça. Je kiffais mes entraînements parce que c'est trop la réalité d'une prépa sur la fin. C'est tes entraînements, tu dois les faire, mais c'est plus le même kiff que les entraînements hors saison parce que mentalement, c'est pas Ah ouais, du tout la même approche. Et clairement. le fait de faire une off-season, là, c'était et de pas concourir cette année, c'était par rapport à ta vie perso ou c'était par rapport justement à te donner un petit peu le temps et peut-être reposer aussi un petit peu ton organisme avant de réattaquer derrière. Pourquoi tu as décidé de Ouais, faire ça en fait? alors. Non, alors cette année off, disons que bah, vu que le feedback des juges, c'était vraiment ne change rien, j'ai pas de points faibles sur lesquels travailler en fait. Pas vraiment. Je peux un petit peu développer ma masse musculaire encore, mais de façon vraiment globale, mais un petit peu. Mais c'est pas que j'ai vraiment un point faible, genre tes épaules, il faut vraiment que tu travailles dessus, que tu prennes une année pour développer tes épaules. Pas du tout. Donc en fait, cette année n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue point faible pour les concours. Par contre, c'est ma santé. Donc, j'ai fait 2 années de prep l'une après l'autre et en fait, mes hormones et ma thyroïde, on en ramassé. Ça fait depuis juin 2019 que j'ai plus mes règles, par exemple. Et puis, on voit que mes hormones, ma thyroïde, j'ai une hypothyroïdie aussi. Et moi, vraiment, je ne voulais pas recommencer une prep tant que je n'ai pas rééquilibré tout ça. C'est justement Donc, une moi, question que j'allais te poser. À quel moment tu étais en aménorrhée du coup? Ça a commencé quand? euh, au, au milieu de ma première prep. Ok, d'accord. Et Euh, tu as senti une différence au niveau de ta prep à ce niveau-là ou pas du tout? Si? alors, clairement, ouais. Donc, en 2019, donc ma première prep, c'était vraiment facile. Je perdais du poids comme ça, j'avais de l'énergie. Mes entraînements, j'ai gardé vraiment les mêmes charges quasiment jusqu'à la fin. J'ai vu quasiment aucun effet négatif. Mais ma deuxième prep, donc en 2020, là, c'était bien plus difficile. J'étais vraiment fatiguée tout le temps. Mes charges en ont pris vraiment un coup. J'ai perdu un peu en masse musculaire. C'était principalement ça. Et puis de la difficulté à perdre du poids. Du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'à Londres, j'avais fini deuxième. C'est parce qu'à Londres, j'étais pas vraiment 100% prête. Parce que mon corps, au bout d'un moment, j'arrivais plus à Ça perdre. t'avait pris un petit peu plus de temps à arriver à la condition physique que tu voulais Exact. présenter? Ouais, exactement. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas recommencer une prep avant que tout aille mieux, parce que si j'avais recommencé une prep directement en 2021, elle aurait été encore plus difficile que celle de 2020. Et puis, ouais. Et du coup, au niveau de ta santé, c'est quelque chose que tu suis? Tu fais des prises de sang régulièrement où il y a eu un élément déclencheur, tu te dis, oh là, ça va pas trop, faudrait peut-être que je fasse un check-up, etc. Comment tu t'organises vis-à-vis de ça? Ouais, donc à la fin de 2019, début 2020, j'ai fait justement une prise de sang pour voir si tout était OK. Et effectivement, j'ai découvert tous ces soucis. Et depuis là, en fait, je suis suivie par une professionnelle aux États-Unis. Donc, elle est spécialisée dans les problèmes par les femmes, en fait, qui sont athlètes de haut niveau. Ok, Pour tout ce qui est justement hormones, etc. Donc, et principalement pour les femmes qui font de la musculation. Donc, elle a suivi des Miss Olympia, des choses comme ça. c'est quoi son nom? Donc, depuis Victoria Felkar. Ok, je connais pas, je vais Elle regarder. a, elle a aussi des podcasts, elle fait des trucs cool, elle fait des trucs cool. Elle est en train de finir son PhD. Ok, Euh, mais du coup, ouais, je suis suivie par elle et puis on fait un check-up donc tous les 3 mois. Tous les 3 mois, je fais des prises de sang. J'ai d'ailleurs une consultation avec elle la semaine prochaine, donc voir où ça en est. ok. Donc, t'es pas parti sur un all-in à la Stéphanie Buttermore, 5000 calories par Non, jour, du coup. non, non. Parce que là, mon but, c'est quand même de refaire des préparations. Bah, ouais, je comprends Donc, bien. ouais. Justement, par rapport à ça, le fait de partir sur un off-season, évidemment, ton corps, il change par rapport à ce que tu présentes en compétition. Comment Ah toi, tu oui. dois changer? Et est-ce que ça a été difficile pour toi de regagner de la masse grasse finalement et de pas être exactement la même Chloé que la Chloé compétition parce que c'est juste pas possible.
Est-ce que c'est difficile pour toi en termes d'image? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis très bien et tu n'en as rien à faire? Comment ça se passe pour toi? Non, alors moi, je le vis très, très, très bien parce que honnêtement, quand tu es à la fin de la prep, quand tu es vraiment, enfin, stage lean ready, tu es tellement sèche que déjà, c'est pas beau dans la vie de tous les jours. Honnêtement, c'est pas beau. C'est hyper impressionnant. Ça, je le dis toujours, c'est vrai que c'est hyper impressionnant sur scène aussi. Sur scène, c'est joli, mais dans la vie de tous les jours, c'est moche. Tu es hyper maigre, toutes tes fringues sont trop grandes, tu as juste l'air très maigre. Un peu musclé, mais très maigre quand même. Et c'est surtout pas agréable du tout, en fait. Tu te sens faible. Et quand, je sais pas moi, quand tu es couché dans ton lit, tu as tes genoux qui se frottent. Quand tu es couché par terre, tu sens direct le coccyx. Il y a tous des trucs comme ça, tu vraiment. Et tu te sens pas forcément très féminine parce que tu n'as plus de gras. Donc, tu n'as plus vraiment de forme. Pardon. Tu as les muscles, mais tu n'as plus de forme. Tu n'as plus de fesses, vraiment. Voilà. Et du coup, j'aime pas du tout personnellement. J'avais vraiment, Ok. vers la fin de la prep, je me sens pas bien. Et du coup, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre du gras. Et du coup, je le vis très bien. Maintenant, actuellement, là, je fais 11-12 kilos de plus que quand je suis sur scène. Et je me préfère maintenant que quand je suis prête pour la scène. Et puis, Ok. bon, ça choque. Enfin, ça choque, non, mais les gens sont assez surpris quand je dis ça. Mais vraiment, j'essaye de soutenir ça et surtout de le montrer vraiment sur les réseaux. Parce que ce qu'on voit la plupart du temps avec les compétiteurs, c'est qu'ils montrent, justement, quand ils sont secs, ils font plein de shootings à ce moment-là et ensuite ils repostent toute l'année. Et en fait, quand ils reprennent du poids, ils ne le montrent plus. Et moi, j'essaye vraiment de montrer tout autant mon corps maintenant que quand je suis sèche pour montrer aux gens que ça, c'est un corps normal, c'est un corps que tu peux maintenir toute l'année et que le corps de scène, c'est un corps de scène. Ah, je sais, moi, je suis coupable de ça. J'ai du mal tu vois, genre, par exemple, en ce moment, là, ça fait 2 ans que je suis en hors saison et c'est pas forcément évident pour moi de poster des photos actuellement parce que j'ai l'impression de ressembler à un marshmallow, tu vois. Mais alors que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que Ouais. quand j'ai pas l'impression d'avoir, tu vois, un corps assez sec et présentable d'après mon point de vue, mais ça, c'est mes problèmes Mhm. psychologiques. Moi, c'était le contraire de toi, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids, en fort Ouais. surpoids, et du coup, j'ai toujours voulu être sec, avoir les abdos apparents tout le temps, etc. Sinon, j'avais l'impression de ne pas être légitime. Donc, c'est hyper Mhm. intéressant. En fait, je voulais te poser la question aussi si tu pensais que c'était un petit peu injuste la différence entre comment le bulk est perçu chez les femmes et chez les hommes. Tu sais, dans le sens où on a l'impression que chez les hommes, bulker, c'est stylé et qu'ils sont Ouais. plus musclés, etc. Alors que chez les filles, c'est genre, ah ouais, t'as plus ton six-pack, tu vaux plus rien, Tu te etc. Alors laisses que aller. c'est. Ouais, exactement. Ouais. Tu Ouais, trouves que c'est un peu comme ça aussi dans l'industrie? ouais, quand même, parce que c'est vrai qu'un mec, quand il mange plus, puis que même s'il a un peu plus de gras, quand il est habillé, du coup, il a l'air plus balèze, il a l'air plus gros, et c'est ce que les hommes veulent en général. Alors qu'une femme, elle reprend un petit peu du gras directement, c'est ah, t'es grosse, ah, tu te laisses aller, ah ouais, ça va pas trop là, nanana. J'ai eu des commentaires comme quoi j'étais grosse, alors que, pardon, mais j'ai juste un Non, corps tout à fait normal, voilà. complètement. Mais c'est là que tu vois quand même que la vision est assez déformée, surtout pour une femme. Et puis les femmes, on a aussi beaucoup, beaucoup plus la pression, je dirais, peut-être que les hommes, de toujours être toute jolie, toute fine, toute, voilà, parce que sinon, c'est directement des critiques. Et un six-pack sur une nana, si t'as pas la génétique pour, c'est Ouais, quand même extrême hein, déjà. Donc, et ça, c'est ouais. quelque chose que les gens euh, ne se rendent pas compte, c'est que voilà, des nanas qui ont des six-packs, il y en a qui en ont de manière, tu vois, naturelle, génétique, parce qu'elles ont une répartition comme ça et qu'elles ont peut-être beaucoup plus de graisse au niveau de leurs jambes ou de leurs fesses. Mhm. Mais c'est vrai que pour la plupart des nanas, avoir un six-pack visible, ça veut dire déjà un niveau de sèche assez avancé et pas forcément sain sur le long terme. Euh, Quand tu as décidé de te lancer sur ta compétition, tu t'es dit que tu avais besoin d'un coach, tu as commencé seul. Comment ça s'est passé par rapport à ça? Non, alors, pendant mes 4 ans de musculation, j'ai jamais eu de coach, mais c'est vrai que dès le moment où je me suis dit, je fais une préparation pour un concours, là, il me faut un coach. Clairement, non seulement ça enlève vraiment un gros stress, parce que quand on doit prendre des décisions pour nous, tu te demandes tout le temps, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que non, nanana, et puis tu n'es pas objectif envers toi-même, en fait. Donc, tu as le risque d'aller beaucoup trop vite, tu as l'impression que tu n'es jamais prête, que tu perds jamais assez de poids, etc. Donc, tu prends des mauvaises décisions. Donc, dès le départ, ouais, j'ai voulu travailler avec un coach. Donc, alors, je crois que tu étais suivi par Stéphane Beaugrand, c'est ça?
de la Ouais, team exact, ouais. Pro Physique. Pro physique. Mhm. Tu as démarré directement avec lui et c'est le seul coach que tu as eu ou tu as déjà travaillé avec d'autres personnes? Non, j'ai direct commencé avec lui et je suis toujours avec lui. Ok. Et du coup, tu avais contacté Stéphane directement ou tu étais passé par… Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, Stéphane, je crois, c'est le directeur du coaching chez Team Pro Physique, Ouais, qui exact. est le coaching à l'origine de Paul Rivelia, Paul. et, Mhm. qui est un préparateur bikini extrêmement connu parce qu'il a pas mal de bikini pro et généralement sur le top 10 Olympia, il en a 2 ou 3 dans le panel chaque année. À la base, tu voulais être coaché par Paul ou comment ça s'est passé un peu? Ouais, exactement. Alors en fait, quand j'ai commencé la muscu, je t'ai dit que je regardais des vidéos YouTube et j'ai aussi commencé à regarder les vidéos de Paul. J'ai beaucoup appris grâce à lui, grâce à ses vidéos. À l'époque, il avait, je crois, 2000 followers sur YouTube, pas plus. Ouais, parce que ça fait pas Et, longtemps qu'il produit sur YouTube, hein. ouais, non, non. Et du coup, je crois que ça faisait genre 3 ans que je regardais ses vidéos et je me suis toujours dit, le jour où je veux commencer une prep, je veux la faire avec lui. Et donc, quand j'ai voulu commencer ma prep, je l'ai contacté et ils m'ont dit, Paul n'a plus de place, mais il y a Steven, justement, qui fait aussi partie de sa team. Et Steven, je ne le connaissais pas en fait, mais je me suis dit, s'il fait partie de la team, c'est que Paul a confiance en lui, donc je peux avoir confiance en lui. Donc, je suis partie avec lui. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Et aujourd'hui, je suis même contente que Paul n'avait pas de place à l'époque. Et ça se passe hyper bien. Ouais. Génial, génial. Du coup, la prochaine prep, quand tu partiras, tu resteras avec Stéphane. Tu penses que Ouais, c'est ouais, c'est ça. important de rester assez longtemps avec son coach pour que lui laisser le temps de savoir aussi ce qui marche pour toi? Je pense que moi, tu vois, de mon expérience, je me suis rendu compte avec les compétiteurs que même s'il y a la théorie, après en pratique, chaque personne est différente et c'est pas toujours évident de nail it, comme ils disent en anglais, Ouais. du premier coup et avoir la peak week parfaite sans au moins faire quelques tests auparavant, etc. C'est crucial. Ok, Donc, moi, je dis même commencer le plus tôt possible avec votre coach. Si j'avais pu commencer avec Steven une année avant de commencer la prep, je l'aurais fait. Jusqu'à l'époque, bon, financièrement, je ne pouvais pas trop. Et puis, voilà. Mais franchement, si vous pouvez commencer avant de commencer votre prep avec le coach, allez-y. Parce que justement, c'est tout du temps où non seulement il peut vous amener à l'endroit optimal avant de commencer une prep, donc peut-être de prendre en masse musculaire, augmenter vos calories, être sûr que physiologiquement, il y a tout qui est OK avant de commencer la prep. Et puis ensuite, ouais, apprendre à te connaître, en fait. Donc, non seulement ton corps, donc savoir la répartition des macros, par exemple, qu'est-ce qui fonctionne mieux avec toi, est-ce qu'il faut faire des refeeds, est-ce que des diet breaks, à quel niveau de calories, est-ce qu'il ne faut pas aller plus bas parce que sinon tu ne tiens pas, mais aussi apprendre à connaître la personne, son style de vie, comment est-ce qu'elle stresse beaucoup, est-ce qu'elle dort bien, tout ça, et comment elle fonctionne d'un point de vue général, en fait. Donc, donc je pense que ouais, c'est hyper tu dois important. avoir un petit peu la tendance à stresser parce que je vois qu'en termes d'organisation, tu es toujours au top du top. Et généralement, ça va main dans la main. Je regardais Alors, une de tes vidéos il y a quelques semaines. C'était une ancienne vidéo où tu montrais ce que tu avais préparé pour le jour J et tout. Et je dis, putain, la ouais. meuf, elle a pensé à tout, quoi. Elle a 3 sacs, elle a exactement tout par compartiment et tout. Le truc qui m'aurait pris personnellement une semaine à préparer, tu as dû le faire en 3 heures. J'étais assez impressionné. Alors, mais étonnamment, je suis pas du tout stressée en fait. C'est vrai? Oh là 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 là. Non, pas du tout. Je suis vraiment l'extrême. Enfin, moi, je suis vraiment hyper relax et puis je prends les trucs comme ça bien. Je suis hyper organisée, mais stressée, pas du tout. Génial. D'ailleurs, Euh, le jour du concours, c'est assez drôle parce que y a mon copain qui vient toujours avec moi au concours. Lui et mon coach, justement, sont 15 fois plus stressés que moi. ok, intéressant. Toi, tu Mais c'est vas trop tranquille. drôle. Bah, Ouais. tant mieux, hein, tant mieux, hein. C'est le combo parfait, hein. Ouais. Du coup, est-ce que tu as, au niveau du coaching, est-ce que tu as changé beaucoup de choses sur ton approche? J'imagine que oui, vu que tu es passé de jamais avoir travaillé un coach à travailler avec quelqu'un qui avait forcément de l'expérience en termes d'entraînement, en termes de nutrition. Mhm. Mais est-ce que ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ton approche ou pas? Par rapport à ce que tu faisais avant Euh, Oui et non. Disons que juste avant de commencer avec Steven, justement, j'avais pris une année, enfin, pendant une année ou 2 ans, je comptais quasiment plus mes macros. Je mangeais vraiment
je mangeais beaucoup, mais je comptais quasiment plus. Du coup, c'est vrai que quand j'ai recommencé avec lui, là, je recomptais vraiment de manière précise. Et ce que ça m'a appris vraiment le plus, c'est à quel point la consistance est importante. Parce Ok. que La surtout, régularité sur. Ouais. ouais, exact. Surtout pour une prep, là, tu n'as pas le choix. Mais aussi dans le lifestyle, que si tu as quand même un objectif, il faut vraiment chaque jour faire ce qu'il faut. Enfin, atteindre tes macros chaque jour et puis pas voilà, les atteindre 3 jours. Puis après 3 jours, tu te dis, ouais, c'est pas grave. Donc, C'est- ça quand même, ouais. C'est-à-dire que quand tu as un objectif, il faut que ta routine quotidienne prenne en compte cet objectif, c'est ça? Ouais, C'est-à-dire que ton exact. mode Ouais. de vie doit s'adapter à ce que tu veux sur le long terme. Mhm, mhm. Tu peux nous donner un petit peu d'ailleurs ta routine actuelle, comment ça se passe? Parce que évidemment, alors pour ceux qui ne savent pas, la compétition, malheureusement, ça ne rapporte pas énormément au niveau financier. Donc, j'imagine que alors, je sais que tu coaches, tu fais des consultations aussi, tu as sorti des produits. Donc, d'une certaine manière, t'es auto-entrepreneur, enfin, t'es pas auto-entrepreneur, je veux dire, t'es comment on dit en français? T'es une entrepreneuse Entrepreneuse, ouais. et du coup, t'as ton business, etc., qui tourne. Donc, comment tu Mhm, t'organises un petit peu entre justement travailler sur cette activité? Toi, tu es toi-même coach. mhm. Est-ce que voilà, comment tu t'organises, comment tu mets ton training, quand est-ce que tu travailles, comment ça se passe un peu sur ta routine pour justement quand même aller dans les objectifs de ce que tu veux au niveau perso, quoi. Ouais. Alors, disons, quand on est en préparation, c'est vrai que ce qui passe avant, c'est les entraînements, c'est ta nutrition, c'est le cardio. Et c'est vrai que quand tu es en prep, tu as un peu tout le reste qui se met en pause, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, quand j'étais en prep, c'est pas là que j'ai le plus développé mon business. Mais je faisais ce que j'avais à faire, donc je faisais les check-ins de mes clients, etc. Mais c'est pas là que j'ai réussi à vraiment développer mon entreprise. C'est vrai que j'ai le plus développé mon entreprise depuis la fin de ma prep en novembre de l'année passée jusqu'à maintenant. D'ailleurs, j'ai en fait une entreprise. Avant, j'étais entrepreneuse, donc indépendante. J'avais un statut micro. En France, c'est micro-entrepreneur. Ouais, auto-entrepreneur, je sais jamais, je suis nul à ce Auto-entrepreneur, niveau-là. voilà. Voilà. Là, j'ai vraiment créé donc, une SARL. Et puis, j'ai une team de coach maintenant. Donc, pour le moment, Super. je suis avec Marine, donc on est deux. Et puis, il y a bientôt une troisième coach qui va rejoindre la team aussi. Bref, je me perds un petit peu. Donc, pour ma, Non, non, pour c'est ma super routine. intéressant. Hmm. Donc, en fait, la vérité, c'est que je n'ai pas de routine. C'est peut-être aussi un peu le point noir, mais c'est pas que je me fixe des heures du genre de cette heure à cette heure-là, je travaille, ensuite je vais m'entraîner, ensuite je retravaille de cette heure-là à cette heure-là. Honnêtement, j'y vais un petit peu au jour le jour. Et puis, OK, aujourd'hui, je sais que ça doit être fait, je sais que j'ai ça sur lequel je dois travailler. Je mets mon entraînement, je me dis, OK, là, j'ai un peu du temps, il est 11 h du matin, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'y vais. Il y a d'autres fois, il est 19 h, ah, OK, j'ai pas pu m'entraîner jusqu'à maintenant, je vais maintenant. Donc, je n'ai pas en fait de routine. Ok, Et puis, personnellement, ça me convient comme ça. top. Top. C'est moins. Mais c'est marrant parce que ça va sans doute aussi avec le fait que tu n'es pas très stressé. Donc, Ouais. tu te dis, bon, j'ai ça à faire, je le fais. Et si ça roule comme ça, tant mieux. Du coup, est-ce que tu appréhendes un petit peu pour la prochaine prépa avec justement toutes ces nouvelles activités tierces qui sont rajoutées à ton lifestyle? Alors, non, pas forcément, parce que jusqu'à maintenant, les 2 preps que j'ai fait, j'ai quand même tout à fait réussi à keep up. J'ai les mots qui me viennent en anglais. C'est À ça, quand on suivre est dans un avec mon monde activité. Ouais. anglo-saxon tout le temps, c'est difficile après. J'ai réussi à suivre avec mon activité sans forcément le développer, mais quand même garder ce que j'avais fait. Donc là, peut-être, si je recommence une prep, ça va un petit peu ralentir, mais c'est vrai que je suis en train aussi de développer des processus pour que même si moi, je ne travaille pas forcément tous les jours ou à fond, que ça roule quand même. Donc, rien que le fait, tu vois, d'avoir une team, je pourrais un peu plus me reposer, disons, sur Bien sûr. sur mes autres coachs pour me soutenir aussi. Enfin, voilà, donc je pense Est-ce que que ça devrait aller. le coaching que tu as eu avec Stéphane t'a aidé toi dans ton coaching avec tes clients? Est-ce que tu as implémenté un petit peu son approche ou est-ce que tu as appris de son approche pour développer la tienne? Alors, disons, comme ça, je ne pourrais pas vraiment te dire ce que j'ai pris du coaching pour l'implémenter avec mes clients, mais forcément, tu apprends beaucoup quand tu travailles avec un Bien coach. sûr. Tu apprends énormément, tu apprends sur les processus, comment ça fonctionne, etc. Tu apprends beaucoup sur toi. Et je pense qu'inconsciemment, tu le réutilises avec tes clients, bien sûr.
Et moi, mon but, c'est toujours de m'améliorer. Donc, de temps en temps, je me dis, ah, OK, ça, le processus, je pourrais l'améliorer pour rajouter ça, etc. Donc, tu développes tout le temps, en fait. Donc, oui, bien sûr, ça m'a appris et j'ai pu le réutiliser. Je ne pourrais pas exactement dire quoi. Ok. J'avais vu que vous aviez fait une vidéo où je crois que c'était un live avec Alison sur diet strict versus diète flexible. Alors, toi, tu as Ouais, une approche assez flexible, hein, d'après ce dont je me rappelle. Parce qu'on totalement. avait même parlé d'édulcorants et que justement, les gens qui ont une approche flexible, généralement, acceptent de consommer des édulcorants parce qu'ils comprennent que c'est plutôt un allié de la sèche plutôt qu'un Ouais. ennemi. Euh, Par rapport à ton approche, est-ce que tu t'adaptes en fonction de tes clients au niveau des diètes, etc., ou tu veux à chaque fois avoir une approche flexible? Alors, moi, personnellement, je prends que des clients qui veulent avoir une approche flexible. Donc, si on s'approche de moi et on dit je veux un plan alimentaire, je vais lui dire écoute, moi, j'en fais pas. Marine, par contre, qui est donc la coach de ma team, peut faire les deux. Elle fait à la fois des plans alimentaires, à la fois une approche flexible. Mais disons que c'est toujours le client qui choisit. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit je veux un plan alimentaire, je ne vais pas essayer de le convaincre et lui dire non, mais l'alimentation flexible, c'est mieux. Parce que Ouais. ce n'est pas forcément mieux, c'est juste ce qui lui convient. Donc, il faut, ça c'est quelque chose aussi que les clients doivent comprendre, ou que les personnes doivent comprendre qui veulent travailler avec un coach, c'est qu'ils doivent travailler avec un coach qui utilise les méthodes qui leur conviennent. Donc, il ne faut pas t'approcher de quelqu'un qui fait que des plans alimentaires, qui te force à faire ça, si en fait, toi, tu préférerais une diète flexible. Bon, je pense que c'est une approche intelligente et un bon conseil pour les gens qui cherchent des gens pour les coacher. Mhm. Justement, en revenant sur la flexibilité et les édulcorants, est-ce que, par exemple, tu retires les édulcorants sur ta peak week ou avant tes compétitions ou pas du tout, tu les gardes jusqu'à la fin? Parce que je sais qu'il Alors, y a beaucoup de compétiteurs qui consomment des édulcorants, mais proches de leur compétition, ils veulent absolument supprimer tout ce qui est artificiel et pour éviter. alors, oui et non. Disons qu'au début de la peak week, pas forcément. Je vais retirer par contre tout ce qui peut me faire ballonner. Euh, j'ai depuis longtemps, en fait, j'ai des soucis de digestion. J'ai Ok. souvent justement des ballonnements, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter lors de la peak week parce qu'on ne veut pas être ballonné sur scène. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Et du coup, oui, pendant la peak week, tu vas quand même retirer tout ce qui risque de te donner des problèmes de digestion et tu vas vraiment manger que des aliments que tu digères, enfin, qui sont faciles à digérer, que tu sais que tu digères bien. Donc, par exemple, moi, je sais si je prends je sais pas, un pré-workout avec plein d'édulcorants artificiels, des saveurs, des machins, je sais que ça me donne mal au ventre et ça me fait gonfler le ventre. Donc ça, je ne vais pas le prendre lors de la peak week. Par Et contre, donc, si je bois du Coca zéro, ça ne me donne pas mal au ventre. Donc ça, au début de la peak week, en tout cas, je peux continuer d'en boire. ok. Donc, est-ce que tu es d'accord pour dire que les aliments qui sont généralement faibles en volume, avec pas mal d'additifs, etc., qui aident finalement pas mal au cours d'une prep pour conserver du volume, pour avoir des trucs qui nous plaisent et tout en continuant une sèche et avoir un apport calorique qui est assez faible en fin de prep. Toi, tu étais Mhm. aux alentours de combien en fin de prep? Moi, le plus bas que je suis allée, c'était 1550 calories. Jamais en dessous. C'est vrai? Wow. Mhm. Même moi, je suis pas. Même moi, je suis allé en dessous de 1500 calories. J'ai un organisme qui s'adapte énormément et je suis vraiment Ah obligé ouais, de descendre assez ouais. bas. Et du coup, Mais vas-y. Excuse-moi. non, je disais pour ça, il faut que la prep soit vraiment suffisamment longue, que tu te laisses vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Moi, mes preps durent 5 mois, 6 mois, contrairement aux 12, 15 semaines qu'on voit des fois. Et puis, Mais, non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est la réalité. Tu vois souvent ouais, des gens qui utilisent la chimie et qui se préparent effectivement en 12 semaines. C'est un peu le c'est standard de fou. la prep. Alors que nous autres naturels, moi, avec les gens qui prennent pas de produits, c'est ça, c'est 4 Ouais, mois minimum, à mon avis, pour une ouais, prep et être vraiment dans une vraie condition physique, quoi. ouais, exactement. Exact. Et souvent, justement, les gens qui voient les personnes qui prennent la chimie se préparent en 12 semaines, les personnes naturelles se disent ah, je fais 12 semaines de prep. Et en fait, ils sont absolument pas prêts parce que clairement, naturellement, tu ne peux pas être aussi sec en si peu de temps. Exact. Justement, par rapport à ça, à la prise de produits,
tu sais, tu as quand même pas mal d'athlètes qui, en bikini, qui sont passés par là et du coup, qui essayent vraiment de limiter leur progression à la salle parce que bah, elles ont des facilités du coup à prendre du muscle assez rapidement. Est-ce que toi, vu que tu as eu un retour des juges qui te disent ne change rien, reste comme tu es, etc., Mhm. est-ce que du coup tu limites ta progression? Est-ce que tu essayes de juste continuer avec ce que tu as toujours fait? Comment ça se passe au niveau de l'approche de tes entraînements? Parce que si tu n'as pas envie de changer, tu n'as pas envie non plus de changer ce que tu fais jusqu'à présent, non? Ouais. Bah, moi, ça fait 4 ans 6 ans, pardon, que je m'entraîne quasiment la même chose. J'ai jamais vraiment rien changé à mon approche au niveau des entraînements. Euh, alors, quand on m'a dit ne change rien, c'est-à-dire garde vraiment tes proportions. Donc, comme j'ai dit avant, je peux prendre un petit peu en masse musculaire, mais si je prends en masse musculaire, je dois vraiment prendre partout pour pas avoir des disbalances, justement. Donc, je peux un petit peu me pousser. Actuellement, j'ai un petit peu des blessures aussi, un peu de l'inflammation, des choses comme ça qui m'empêchent un peu de, de vraiment me pousser autant que j'aimerais. Donc, du coup, c'est plutôt du maintien, ouais. Donc, Et- effectivement, je changerai à mes entraînements, en fait. ouais, j'avais vu sur ton Instagram que tu t'étais blessé. Tu t'es fait quoi exactement? C'est quoi En les fait, soucis que tu as en ce moment? j'ai une tendinite à l'ischio depuis bientôt 2 ans. Ok, Et en fait, ça vient, c'est très fort, ensuite ça repart. Pendant 6 mois, l'année passée, j'avais plus rien du tout parce que j'avais fait des ondes de choc, etc. Et puis là, en fait, c'est assez fort en ce moment, donc je suis assez vraiment limitée dans mes entraînements bas du corps, surtout maintenant. Maintenant, j'ai aussi quelque chose au poignet, j'ai un kyste, je dois faire une IRM lundi, mais du coup, ça m'empêche aussi bah, sur la planche, sur les front squats, sur les choses comme ça les élévations latérales. Donc, ouais, voilà quoi. au niveau de ton ischio, ça t'embête sur tout ce qui est flexion de hanche, genre RDL, deadlift ou des choses comme ça? Ouais, et puis maintenant, c'est aussi quasiment sur les squats, les fentes, tout ce que la presse. Ok. Maintenant, ça devient vraiment un peu sur tout. Donc, Et comment t'attaques ça justement? Tu essayes de travailler autour et tu travailles pour essayer de trouver une solution? Parce que les alors, ouais, blessures, on donc, en parle peu, mais c'est une vraie problématique hein, parce que ça ah ouais, t'empêche de alors, faire ce que tu as envie de faire. en plus, c'est hyper frustrant, en fait, c'est horrible. Alors, je suis suivie justement par un médecin sportif. Donc là, on fait toujours les traitements aux ondes de choc. Si vraiment ça ne s'améliore pas, on va refaire une IRM pour voir concrètement ce que ça peut être d'autre. Mais du coup, bah, mes entraînements, en fait, il y a un jour, j'ai vraiment très mal et un jour, je sens quasiment rien. Donc, si vraiment j'ai trop mal, je vais éviter, en fait, enfin, je vois à l'entraînement, en fait, si sur ce mouvement, j'ai trop mal, je ne vais pas le faire. Et puis, il y a des jours où j'ai quasiment aucun souci. Donc là, j'en profite un petit peu plus. Donc, je fais Ok, vraiment au ressenti, en fait, et j'adapte. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne m'arrête pas, en tout cas. C'est pas que ok. je prends du repos complet parce que ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Et mentalement, ça t'embête ou tu te dis juste que c'est passager, que tu vas trouver une solution et Disons que je travaille dessus pour que ça s'améliore, mais après, c'est surtout frustrant à l'entraînement quand bah, tu as envie de pousser et ça t'empêche de pousser autant que tu veux. Surtout que bah, moi, j'adore vraiment soulever lourd. Mon entraînement, mes entraînements, pardon, c'est vraiment un kiff, justement. Puis là, bah, du coup, je profite, enfin, tu prends moins de plaisir. en plus Mais avec, après, ben voilà, tu y peux rien. Enfin, c'est pas que j'y peux rien, je travaille dessus à côté, mais du moment que c'est là, ben, je fais avec. ouais, évidemment. En plus avec ton copain qui pousse lourd, tu dois avoir envie de de rentrer en compétition un petit peu et faire ouais, moi aussi je peux te pousser des barres. Euh, euh, Aujourd'hui, comment tu continues à évoluer? Quelles sont les voies d'apprentissage que tu fais pour continuer à te développer, que ça soit au niveau de tes connaissances par rapport à la pratique sportive, à la nutrition ou même entrepreneuriale? Comment tu t'organises par rapport à ça? Donc, pour tout ce qui est donc, mes connaissances, donc musculation, nutrition, etc., j'essaye toujours de. Ben, je fais pas mal de recherches. J'essaye toujours d'être un peu à jour avec les nouvelles découvertes. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je lis beaucoup d'articles, je lis beaucoup d'études. J'essaie toujours d'être à jour, en fait. Pour ce qui est de mon business, bah, j'ai pas mal de projets sur lesquels je travaille. Et puis, bah, ma coach a commencé en juin, donc ça vient tout juste de se faire, mais je regarde Ok. déjà bah, pour la suite comment on peut faire. J'essaie toujours bah, de développer d'autant plus mes processus, d'engager d'autres personnes qui peuvent m'aider pour essayer de déléguer un maximum. Et puis, je réinvestis en fait toujours dans mon entreprise. Euh,
Il y avait une autre question que je voulais te poser, c'est que tu es assez connu pour avoir un posing qui est toujours au top. À quelle fréquence tu poses? Est-ce que tu poses autant en off-season qu'en prep? Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres à tes entraînements? Est-ce que tu as pris un coach au début pour le posing ou est-ce que tu es autodidacte? Comment ça se passe? Alors, j'ai beaucoup appris par moi-même en regardant des vidéos notamment. Après, j'ai quand même pris des cours. Donc, en 2019, quand j'étais en IFBB Elite, j'avais pris 2 cours avec Alison Ok. avant de partir à l'international. Parce que je me suis dit, pour l'international, il faut vraiment que mon posing soit au top. Donc, j'avais pris 2 cours avec elle, vu qu'elle était pro à l'époque en IFBB Elite. Et puis en 2020, j'ai fait deux ou trois cours aussi avec Daraja Hill, qui est aussi de la team Pro Physique, qui est allée à l'Olympia d'ailleurs. Et puis avec justement Yasmine, j'avais fait aussi 1 ou 2 cours avec elle. Yasmine Gonzalez, voilà, j'ai retrouvé son nom. Et puis je pratique quand même un peu plus quand je suis en prep. Euh, Là, c'est surtout parce que j'ai une très longue off-season, mais je pratique toujours maintenant. Parce que le posing, ça doit se pratiquer, se pratiquer, se pratiquer. Quand je suis en prep, c'est vraiment tous les jours. Quand je suis en off, c'est, je sais pas, 2, 3 fois par semaine, je dirais. C'est clair que dès le moment où j'aurai une date pour ma première compète, ce sera beaucoup plus que ce que je fais maintenant. Et tu penses que c'est nécessaire parce que c'est quelque chose que tu perds au niveau des sensations, des placements ou parce que on est d'accord que c'est quand même assez répétitif dans le sens où les mouvements sont, Totalement. sont, sont répétitifs et tout. Donc, quel est l'avantage alors, moi, t'as pas besoin de me convaincre sur le fait que poser, à mon avis, c'est extrêmement important et largement sous-estimé par pas mal de compétitrices. Mais est-ce que tu peux Ouais. l'expliquer un peu justement de ton point de vue pourquoi? Alors, le posing, c'est vraiment ce que tu vas dégager sur scène. Disons que si il y a, je sais pas, 15 filles sur scène et que tu as le meilleur physique, mais que tu le présentes comme de la merde, tu ne seras pas bien classé. Parce que les juges, ils ne vont pas te regarder ou ils ne vont pas voir en fait justement le physique que tu as parce que tu vas pas bien le présenter. Et c'est aussi, ce qu'il faut dire en bikini, c'est aussi justement ce que tu te dégages. Donc tu dois avoir énormément de prestance, les juges, ils doivent vraiment te regarder toi. Et il faut que ce soit vraiment nickel. Et comment on s'améliore à quelque chose, c'est en pratiquant. En pratiquant encore, 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 encore. C'est clair, c'est hyper répétitif, mais c'est comme ça que tu arrives à le faire vraiment de façon automatique. Et c'est surtout comme ça que tu vois, OK, ça, mon pied, je peux le mettre 2 centimètres plus à gauche, ça me donne des fesses plus jolies. Là, sur ma front pose, OK, ma cuisse, on voit un petit peu trop le quad, il faut que je déplace un petit peu mon pied vers l'intérieur, comme ça fait plus fin. C'est vraiment tous les petits détails, mais ça, tu le vois seulement en pratiquant vraiment tous les jours et en te filmant et en demandant des feedbacks extérieurs, justement. Et puis, c'est tous des petits détails. Il faut que sur scène, tu puisses le faire automatiquement et que tous ces petits détails soient vraiment au point. Quand tu poses, tu le fais devant un miroir ou juste tu te filmes et après tu regardes la vidéo? Comment tu fais? Ou tu as plusieurs Moi, je fais phases? Ouais, je fais un peu des deux en fait. Je fais principalement devant un miroir, comme ça tu te vois vraiment, tu arrives vraiment à comprendre, ok, là mon angle c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Tu te filmes en même temps, comme ça tu peux regarder la vidéo, et puis tu le fais aussi en dehors du miroir, parce que forcément sur scène, tu as des juges en face de toi, tu n'as pas un miroir. Bah, justement, Ouais, donc faut que tu c'est le arrives problème parce aussi que les sans te gens, ils voir. arrivent beaucoup à se corriger devant un miroir et Ouais. ensuite, quand il n'y a plus de miroir, c'est genre, bon, bah, je crois que c'est ça, mais c'est pas toujours évident de réeffectuer le même positionnement qu'on a quand on est devant un miroir, Mhm. quoi. Ouais. Et surtout, après, quand tu es sur scène, tu as tous les gens qui te regardent. Faut aussi arriver à le faire dans des circonstances comme si tu étais sur scène. Donc, si tu fais ton posing dans, je sais pas, dans ta salle de muscu et qu'il y a des gens qui te regardent, il faut que tu puisses le faire à ce moment-là. Parce que sur scène, tout le monde te regarde. Donc, oui, ça te déstabilise. Donc, il faut que tu puisses le faire même quand des gens te regardent. Il faut que tu puisses le faire quand tu es fatigué. Donc, il faut pratiquer avant ton entraînement, mais aussi après, parce qu'après ton entraînement, tu es fatigué. Il faut quand même que tu puisses tenir les pauses. Donc, essayer aussi de changer en fait les circonstances pour que sur scène, que les circonstances soient les mêmes que quand tu es sur scène. Euh, justement, tu sais, tu disais qu'il y a certaines filles qui peuvent avoir un super physique et qui présentent mal et du coup, bah, elles sont pas aussi bien classées parce que tout simplement, bah, tu présentes pas bien et que tu perds des points. À l'inverse, est-ce que tu penses que des filles qui ont pas forcément le meilleur physique, mais qui présentent extrêmement bien, qui posent extrêmement bien avec des belles transitions et qui cachent un peu, entre guillemets, leurs défauts, Mhm.
peuvent justement placer mieux que certaines personnes qui sont un peu mieux physiquement? Dans une certaine mesure, oui. C'est clair que si t'as pas assez de masse musculaire, tu es plat sur scène, si c'est vraiment ton physique ne suit pas du tout, même si ton posing est bien, tu seras quand même pas forcément bien classé. Donc en bikini, c'est vraiment un tout. C'est non seulement ton physique, ton posing, après il y a aussi le make-up, les cheveux, il y a tout, mais le physique joue quand même aussi un grand rôle. Donc disons que si deux filles, il y en a une qui a un physique un petit peu moins bien, mais elle pose mieux, mais son physique est bien quand même, et l'autre, son physique est vraiment parfait, mais elle pose moins bien, ben, ça se jouera entre les deux. Mais c'est vrai que si ton physique est totalement à côté, et puis même si ton posing est bien, tu ne seras pas forcément bien classé. Parce que tu vois, je pensais par exemple à Ivana qui pose extrêmement bien tout le temps. Bon, elle taffe énormément comme toi, mais c'est vrai que tu vois, elle a un fessier qui est assez allongé. Et du coup, Ouais. si elle fait pas attention sur certains posings, et ben, on pourrait penser que son fessier est pas aussi bien développé qu'une autre compétitrice. Mais quand tu la vois sur scène, il n'y a pas un moment où elle est dans une position défavorable pour son physique. Et je trouve ça vraiment super impressionnant, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Après, il y a aussi une différence entre l'amateur et le niveau pro. C'est-à-dire que les pros, en général, justement, leur posing, il n'y a jamais un moment où elles loupent leur posing quasiment. Parce que justement, le niveau est plus haut et qu'on sait à quel point il faut pratiquer. Et c'est pour ça aussi que tu deviens pro. Euh, ouais. Et alors, oui, mais alors, par exemple, tu vois, genre Ashley Caldwell, je trouve que son posing maintenant, il est un peu passé, Ouais. quoi. Alors, c'est ça. Il faut aussi te mettre à jour. Comme on l'a dit avant, les critères évoluent très, très rapidement. Il n'y a pas seulement les critères physiques, il y a aussi justement le posing qui évolue. Si tu regardes le posing, encore une fois, d'il y a 5 ans, c'est plus du tout le même que maintenant. Donc, il faut toujours justement te mettre à jour. Elle, ça fait très, très longtemps qu'elle fait des compétitions. Donc, peut-être qu'elle tient encore un petit peu à son posing d'avant sans vraiment changer, en fait, se mettre au goût du jour. Et il y a aussi, je n'ai pas forcément parlé de ça, mais ça dépend aussi des juges. Il y a des juges, il faut, en fait, c'est aussi pour ça que je vais aller aux États-Unis, voir quel juge m'aime bien. C'est-à-dire que il y a des juges qui préfèrent un petit peu ça, il y a des juges qui préfèrent un petit peu ça. Et puis, il faut en fait que tu arrives à voir, OK, ce juge, je sais qu'il m'aime bien, donc je vais essayer de faire toutes les compétitions où c'est le head judge. Par exemple, je sais, moi, que Bill, donc c'est celui qui, Bill Sibilia, celui qui nous a donné un procard avec Addison et Ivana, moi, je sais qu'il m'aime bien. Donc, je vais essayer l'année prochaine, si je vois, OK, là, il est head judge à ce concours, je vais essayer d'aller sur scène devant lui. Parce que je sais Ok. qu'il m'aime bien et qu'il va peut-être un petit peu m'avantager. Donc, ça dépend Ok. toujours, les juges, leurs préférences personnelles. Ça joue aussi un rôle. J'ai l'impression que tu consommes quand même beaucoup de contenu en anglais, si je me trompe pas. Enfin, ton coach est anglais, enfin anglo-saxon, etc., américain. Euh, Toi, est-ce que tu as pensé à justement produire du contenu en anglais et pourquoi tu t'es cantonné à du contenu au niveau francophone? Parce que tu pourrais, non? Alors, oui, je pourrais. D'ailleurs, je mets beaucoup sur Instagram, je mets beaucoup de contenu en anglais aussi. Ouais. YouTube, je fais uniquement français parce que honnêtement, je suis quand même, enfin, au niveau oral, je m'exprime quand même beaucoup mieux en français, c'est beaucoup plus naturel. Et surtout, mon but, c'est justement en fait d'amener toutes ces connaissances en Europe, ou en tout cas dans les pays francophones, qui manquent, qui manquent ici, parce que justement, toutes ces connaissances, c'est principalement des recherches en Amérique qui se font. Et en Europe, on a un peu de retard par rapport à tout ça. Donc, mon but, c'est aussi justement d'amener toutes ces connaissances dans les pays francophones. Tu penses qu'il y a vraiment un... Pourquoi, comment tu pourrais l'expliquer? Tu penses qu'on a un retard au niveau francophone par rapport à ça? Tu penses que c'est la mentalité de la compétition qui est différente et que du coup, bah, ça, il y a moins de monde qui s'y intéresse et du coup, c'est un peu vu comme quelque chose un peu, comment dire, un peu extrême et un peu, tu vois, genre les compétiteurs, c'est un certain type de personnes qui montent sur scène et c'est pas considéré de la même manière. Alors, oui et non. Disons que c'est clair que le bodybuilding est moins connu en Europe, quoique avec les réseaux sociaux, maintenant, ça se développe vraiment beaucoup plus. Euh, mais après, c'est aussi pour le lifestyle, en fait. Quand je vois des coachs qui donnent encore des protocoles, mais absolument hallucinants à des personnes qui veulent juste perdre 3 kilos avant l'été,
C'est assez hallucinant. Et puis, alors, je pense que c'est ça. Il y a aussi que, honnêtement, beaucoup de Français ne parlent pas anglais, alors que la plupart des recherches sont en anglais. Il y a aussi peut-être la mentalité. En Europe, on a tendance à être beaucoup plus fermé au changement, aux nouveautés. On a vraiment un esprit beaucoup plus fermé. Donc, quelqu'un qui a cru à quelque chose pendant 20 ans, il a beaucoup plus de peine à se dire, OK, peut-être que j'avais tort en fait. Et que, OK, il y a des nouvelles recherches qui ont démontré que ce que j'ai fait pendant 20 ans était faux. Et beaucoup de monde ont de la peine à se dire, OK, j'avais faux. Maintenant, à partir de maintenant, on va changer. Ils se disent, non, non, je ne peux pas accepter d'avoir eu tort pendant 20 ans, donc on va continuer ça. Et je reste sur mes positions. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est quand même une tendance que j'ai pu observer. Donc, beaucoup de fermeture d'esprit par rapport à tout ça. Et puis juste des croyances, des idées reçues qui sont tellement implantées qu'on n'arrive pas à changer. Ouais, c'est vrai que la dissonance cognitive, en plus, quand tu t'es entraîné genre 20 ans et que tu as l'impression que la méthode que tu as appliquée, c'est forcément la méthode qui fonctionne pour tout le monde, c'est pas toujours évident à remettre en question. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais voulu savoir avant de démarrer, que ce soit ta pratique sportive ou la compétition? Pas forcément. Disons que les erreurs que j'ai pu faire, c'est aussi ce qui m'a justement appris tout ce que je sais maintenant. J'ai eu de la chance dès le départ justement de regarder les vidéos de Paul en anglais, ou déjà à l'époque, donc il y a 5 ans, il mettait déjà les informations que je sais maintenant. Donc dès le départ, ok, j'ai su, voilà, le cardio à jeun, c'est pas forcément mieux que le cardio le soir, donc j'arrête cette connerie directement. Enfin, très très rapidement, j'ai directement eu les bonnes informations et je les ai directement appliquées et j'ai vu qu'effectivement ça fonctionne. Donc pas forcément, non. Je dirais que les erreurs que j'ai faites, vraiment, ça m'a appris, ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Donc, tu fais jamais ton cardio à jeun? Jamais. Je déteste. Jamais. C'est marrant parce que, tu vois, moi, alors, c'est vraiment pour les compétiteurs parce que, comme tu le dis, la différence entre du cardio à jeun et du cardio le soir, c'est, à mon avis, pratiquement insignifiant ou au moins statistiquement insignifiant. Mais c'est vrai que parfois, chez les compétiteurs, chez les personnes à qui ça pose pas de problème, parfois, tu vois, je le mets. Moi, je le fais pour moi parce que ça me pose pas de problème. Et je sais pas si ça fait vraiment une différence. En tout cas, encore une fois, en termes de recherche, il n'y a rien qui nous permet de montrer une différence. Après, je sais pas si, tu vois, au niveau des processus qui se mettent en place, s'il y a peut-être une différence. Voilà, il y en a qui aiment croire encore que oui, mais clairement, c'est pas une nécessité. La preuve, tu as une Procard et moi, j'en ai pas. Donc, j'ai pas de Procard en bikini en tout cas. Mais non, après, il faut faire ce qui te convient en fait. bien sûr. Je pense que ça peut être plus efficace si, par exemple, le matin, tu as vraiment plein d'énergie, forcément, tu vas faire ton cardio de façon plus intense. Que si tu le fais le soir quand tu es hyper fatigué, tu vas vraiment traîner des pieds. Là, forcément, tu auras plus de résultats en le faisant à jeun. Mais ce n'est pas le fait de l'avoir fait à jeun, c'est le fait que tu avais plus d'énergie le matin. C'est ça. Donc, il faut trouver en fait ce qui te convient le mieux à toi. Il faut regarder toujours le contexte global et pas se focaliser seulement sur ouais, cardio, pas cardio. Ouais, mais 1 heure de cardio à cette heure-là, c'est peut-être pas forcément la même chose qu'1 heure de cardio à un autre moment. Il y a une question que je pose toujours à mes invités et c'est pas forcément en relation avec le sport, la nutrition. C'est si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, un conseil de vie ou quoi que ce soit, ce qui te vient à l'esprit, qu'est-ce que ça serait en fait? Quelque chose qui potentiellement pourrait changer leur vie ou qui a changé ta vie, un motto ou quoi que ce soit? Alors, j'ai pas une phrase, genre une citation, quelque chose comme ça, mais je dirais d'être patient. D'être patient. Ça, c'est vraiment la chose que j'observe le plus, c'est que tout le monde veut des résultats tout de suite pour tout, hein. Pas forcément que pour une perte de poids, une prise de muscle, des choses comme ça, mais pour tout dans la vie. Ils veulent des résultats tout de suite et s'ils les ont pas tout de suite, ils laissent tomber après 1-2 mois où ils utilisent des mesures absolument extrêmes, ils y vont à fond, et puis, etc. Donc, ça prend du temps de développer des choses, de s'améliorer. Donc, la patience, c'est important tout en agissant. Je pense que les gens sont un petit peu trop focalisés sur le endpoint, c'est genre la finalité et prennent pas assez de plaisir dans le parcours, exact. en fait. Ouais. Et je pense que, comme tu le disais, toi, tu aimes bien être en prep parce que j'imagine que tu aimes bien le challenge, tu aimes bien aller vers l'objectif, mais
tu te focalises pas que sur l'objectif, tu te focalises sur le fait de faire le mieux que tu peux durant ta prep. Et le fait de te focaliser là-dessus, ça t'amène vers un résultat finalement. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est aussi pour la prise de masse musculaire, les personnes justement, qui kiffent leurs entraînements, qui veulent toujours soulever plus lourd pour se challenger, etc., c'est eux qui ont au final physiquement le plus de résultats. Et comme tu dis, les gens se focalisent vraiment sur le end goal. Et une fois qu'ils l'ont atteint, bah, Ils sont pas souvent, plus heureux. ils sont pas plus heureux, voilà. Et surtout, l'après, c'est justement, c'est très, très dur pour eux parce qu'il n'y a plus d'objectif. Donc, soit ils laissent tomber, soit ils reprennent du poids très, très vite, soit ils ont l'impression que leur vie est vide. Enfin, j'ai déjà entendu des filles, justement, après une compétition, dire, j'ai l'impression que j'ai plus rien dans ma vie. Parce que, elles étaient tellement focus sur ça que, ouais. Et toi, l'après-compétition, ça s'est toujours bien passé? C'est quelque chose que tu appréhendais au niveau de l'alimentation en particulier? Alors, c'est vrai, en fait, je t'ai dit, quand j'ai commencé à muscu, j'étais très, très maigre parce que j'étais passée par une phase un peu d'anorexie, hyperphagie. Et puis, c'est vrai que j'avais très peur de retomber un peu dans les troubles du comportement alimentaire après la compétition. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup hésité à commencer une prep, parce que je me disais que l'après, j'avais peur de retomber là-dedans. Alors, c'est clair que ce n'est pas toujours facile parce qu'après une compétition, tu as tout le temps faim, tu as tout le temps envie de manger. Tu commences de manger et tu as franchement un peu de la peine à t'arrêter parce que tu es absolument affamé. Le temps que les hormones se stabilisent, la gréline, la leptine. Impossible de poser la fourchette. Voilà. Donc, c'est clair que tu appréhendes, c'est clair que sur le moment, ce n'est pas toujours facile parce que en fait, tu as quand même des macros à atteindre. Et des fois, tu dépasses. Et puis, psychologiquement, ce n'est pas toujours le plus facile. Mais personnellement, ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais eu un rebound, genre pris 20 kilos en un mois, ce qu'on voit des fois. Moi, les 12 kilos que j'ai repris là, ça fait depuis novembre que je les ai repris, en fait, jusqu'en juin. Donc, et pour bien gérer l'après-compétition, parce que je dis toujours ces deux choses, c'est continuer d'être coaché par son coach. Souvent, on voit justement des préparations. Ils sont suivis par leur coach toute la préparation et le jour du concours, ça se finit. Et ensuite, ils sont tout seuls. Donc, gardez votre coach après la compète et ayez un plan. C'est-à-dire qu'après votre compétition, ne dites-vous pas, OK, c'est bon, maintenant, c'est fini, je peux manger tout ce que je veux. Ayez un plan, donc une reverse diet enfin, gardez votre plan alimentaire puis augmentez les calories. Enfin, voilà. Je suis content qu'on s'accorde absolument là-dessus parce que moi, c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que la fin de la compétition, c'est jour J plus 3 mois, quoi. En fait, à peu près, tu vois, dans le sens où c'est pas le jour J où ça se finit et c'est genre direct resto à volonté tous les jours la semaine d'après parce que là, c'est catastrophique. C'est vraiment, oui, c'est le jour J, il va se passer ce qui va se passer, mais après, la prep, elle continue d'une certaine manière jusqu'à ce que tu retrouves un indice, une masse grasse un peu plus saine, un peu plus normale et que tu aies un peu plus une relation avec ton alimentation qui est un peu plus saine parce que évidemment, quand tu es dans un niveau de sèche aussi extrême, il y a plein de choses qui se passent et comme tu dis, ton appétit, il est juste incroyable. Là, tu as retrouvé un appétit un peu plus normal dans la situation où tu es maintenant? Ouais, là, totalement. Là, j'ai une relation tout à fait normale avec la nourriture, en fait. D'ailleurs, j'ai pas mal voyagé là, ces derniers mois. Depuis avril, je suis allée aux États-Unis, etc. Et honnêtement, là, je comptais plus trop. Je suis partie en vacances au Portugal aussi. Je comptais rien du tout. Et puis, j'ai aucun souci à gérer mon alimentation. Donc, ouais, moi, je conseille toujours, en fait, que la reverse dure au moins le temps du régime. Donc, si tu as fait une sèche, que ce soit pour une compétition ou pas, ça peut être lifestyle aussi, ta reverse va durer au minimum autant de temps que ta sèche. Donc, tu as fait 5 mois de sèche, tu auras 5 mois de reverse. Moi, je considère plus ou moins ça. Après, ça dépend toujours des individus, bien sûr. Mais c'est un peu une règle générale. Donc là, pendant que tu voyageais, bon, le truc, c'est que vu que tu as fait de la compétition, tu sais comment t'alimenter, etc. Enfin, c'est pas parce que tu as fait de la compétition que tu sais t'alimenter, mais ce que je veux dire, c'est que tu as de l'expérience. Non, mais parce qu'après, on va me dire, ça veut dire que tu as fait une compétition, tu sais tout. Non, c'est pas ce que je dis. Non, pas du tout. Je dis juste que vu que tu as de l'expérience, tu sais un peu ce dont tu as besoin, etc. Du coup, là, tu étais un peu. J'imagine que tu as des habitudes aussi, c'est-à-dire que tu faisais peut-être un nombre de repas équivalent, tu essayais d'avoir un apport en protéines à chaque repas, d'avoir tes légumes, tes fruits, etc. Et après, j'imagine que tu te faisais plaisir aussi avec. Parce que tu es allé à Mexico aussi, c'est ça?
Ouais, ouais. Je Ouais, suis allée au Mexique 2 semaines, aux États-Unis 3 semaines. donc j'imagine que tu t'es aussi fait plaisir de temps en temps avec des aliments que tu avais envie de manger. Bah Et oui, du coup, finalement, tu t'en es très bien sorti et t'es pas revenu avec une shape complètement dégueulasse parce que, encore une fois, même de manière intuitive, avec l'expérience que tu as, ça te permet quand même d'avoir une alimentation saine en général, quoi. totalement. Alors, non seulement j'ai l'expérience de mes 6 ans quasiment à compter enfin, tout ce que je mangeais, donc je me connais très, très, très bien. Ça fait plus de 8 ans, 9 ans que je m'informe sur la nutrition. Donc, je m'y connais très bien. Je suis coach aussi. Donc, clairement, j'ai les connaissances suffisantes pour pouvoir faire les bons choix au jour le jour. L'alimentation flexible, ça t'apprend également à faire les bons choix parce que tu sais quel aliment contient quoi, en quelle quantité, etc. Et après, justement, le fait d'avoir fait correctement ma reverse m'a permis aussi d'augmenter mes apports. Et du coup, je peux me permettre d'être beaucoup plus flexible au jour le jour. Tu vois, si par exemple, un soir, je me fais un resto et que j'abuse un petit peu, le lendemain, ok, mon poids va un petit peu augmenter, mais ensuite, il va directement enfin, mon corps va très bien gérer. C'est pas comme si, justement, après la compétition, j'étais restée à 1500 calories et puis ensuite, j'avais repris du poids malgré ça et que mon métabolisme était toujours très bas. Et dès que je fais un écart, je reprends 3 kilos. Pas du tout, parce que j'ai fait correctement ma reverse en augmentant les calories. Et puis, du coup, mon corps sait gérer, je sais gérer. Et puis voilà. Tu avais beaucoup de cardio en fin de prep? 1 heure à 1 heure et demie par jour. Ok, pas mal quand même. Et là, au Mm. niveau de tes apports caloriques, tu suis ou tu es un petit peu ad libitum, tu fais un peu en fonction de ton ressenti? Euh, alors là, ça dépend. Là, c'est vrai que j'aimerais faire une pause en fait avec le tracking. Parce que voilà, ça fait longtemps que franchement, j'ai fini ma reverse. Le but là, c'est vraiment de Ouais. maintenir. Je sais comment manger assez de protéines, je sais environ combien de calories je dois manger pour pas reprendre trop de poids. Donc, mon but, ce serait d'arrêter un petit peu de compter pour me laisser une pause. Prendre aussi justement beaucoup plus soin, vraiment me concentrer uniquement sur ma santé pour vraiment récupérer, stabiliser mes hormones, cette hypothyroïdie, tout ça. Ouais. Donc, mon but, ce serait d'arrêter de compter un petit peu et puis de maintenir là, en fait. Après, j'imagine que tu as des habitudes alimentaires aussi, enfin, redondantes d'une certaine manière. J'imagine que tu fais pas, sur tes 7 jours de la semaine, tu fais pas un repas différent sur, sur tous tes repas de la semaine, quoi. Donc, Ouais, ouais, tout le monde a ses habitudes, quoi. bien Donc, sûr. ouais, ouais. Ok, top. Bah, Chloé, merci énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Est-ce que tu as des projets dont tu voudrais parler? C'est, c'est libre à toi. Écoute, non, pas spécialement. J'ai prochainement, enfin, je suis en train de travailler sur plein de vidéos YouTube. J'ai des projets qui sont en cours, mais je les ai même pas encore annoncés. Donc, juste si vous voulez un petit peu suivre tout ça, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Feed by Chloé. Sur YouTube, c'est la même chose. Donc voilà. Je mettrai tous les liens sur l'écran là et sur le podcast, etc. Donc, si vous voulez retrouver Chloé, n'hésitez pas. Elle essaye de produire pas mal de vidéos YouTube qui sont très cool, en général, où tu montres un peu ton lifestyle, ce que tu fais. Tu es hyper transparente en plus sur ce que tu fais, sur tes habitudes alimentaires et tout. Donc, c'est vachement cool. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et bah, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi.